Comment un magistrat prend-il une décision lorsqu'il a un dossier en main? Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit pénal et en droit civil. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui vais vous parler parce que je reçois une invitée, Madame Aurore Bouguera, magistrate, et c'est donc elle qui va répondre à cette fameuse question de comment un magistrat prend donc sa décision. Alors du coup, Aurore, déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour Émilie, bonjour à tous. Alors, je suis Aurore Bouguera, je suis magistrate. J'ai exercé plusieurs fonctions dans le cadre de la magistrature, notamment au parquet et au siège. Et actuellement, je suis juge des enfants. Génial. Alors, est-ce que tu peux expliquer c'est la différence entre le parquet et le siège, s'il te plaît? Oui, donc le parquet est représenté par le procureur de la République et toute l'équipe qui est autour du procureur de la République, à savoir les substituts du procureur, les vice-procureurs, les procureurs adjoints, et qui ont pour rôle principal non seulement de représenter la société et de prendre des réquisitions à l'audience, mais surtout avoir l'opportunité des poursuites, diriger les enquêtes. Tandis que le siège, on parle de magistrature assise, donc ce sont les juges qui prennent les décisions. Donc il y a les juges, les vice-présidents, les présidents, avec plusieurs types de magistrats du siège, notamment donc on a le juge d'instruction, le juge aux affaires familiales, le juge d'application des peines, le juge des enfants et le juge, j'allais dire le juge généraliste qui fait à la fois les affaires familiales et la présidence correctionnelle. Et tous ces juges, en tout cas, prennent des décisions. Ce sont eux qui rendent les décisions. Ok, donc là, on est du côté de l'ordre judiciaire et pas du côté de l'ordre administratif, on est bien d'accord. Et pour le côté parquet, on est du côté du pénal, alors que quand la magistrature assise, ça concerne plein d'autres domaines de l'ordre judiciaire. Oui, on a la vision que le parquet est seulement sur le plan pénal, puisque c'est là où ils sont le plus visibles, où ils interviennent le plus. Néanmoins, le parquet, le procureur de la République a également beaucoup de compétences en matière civile. Il peut être partie également en matière civile ou même actionner, déposer des requêtes, et notamment avec le juge des enfants. Le parquet va me saisir, hein, puisque c'est lui qui est aussi garant de la protection de l'enfance, qui est en lien direct avec le conseil départemental. Donc c'est le parquet qui me saisit principalement. Il rend des avis. Le parquet a également un vrai rôle en matière civile. Ah, ça c'est génial comme précision, écoutez bien ça. Merci. Et alors, du coup, euh, comment est-ce qu'un juge, ou même comment est-ce que toi, du coup, parce que forcément, on a la fameuse appréciation des juges du fond, mais on va revenir dessus plus Oui. tard, en fonction de quand tu étais au parquet, quand tu étais juge du siège, et puis bah aussi cette casquette de juge des enfants qui est aussi un peu particulière, comment tu as fait pour pouvoir prendre des décisions en fait? Quels sont les éléments que tu as regardés dans un dossier? Mais est-ce que finalement l'attitude des justiciables avait un rôle, l'attitude des avocats? Qu'est-ce que tu aurais voulu trouver en fait dans les dossiers pour prendre une décision? Alors, la réponse est complexe, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses en fait dans la prise de décision qui peuvent influer, qui peuvent intervenir. À savoir que c'est vrai qu'au parquet, j'avais également l'impression, quand j'étais au parquet substitut du procureur, j'avais également l'impression de prendre beaucoup de décisions, puisque c'est sur nos épaules que reposait notamment la direction d'enquête, l'opportunité des poursuites, savoir qu'est-ce qu'on fait d'une affaire, est-ce qu'on la classe, est-ce qu'on l'oriente, est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on décide d'une alternative aux poursuites. Et au siège, je prends également des décisions avec cette responsabilité de dire, même si j'ai un avis des réquisitions du procureur de la République, c'est moi qui vais prendre la décision, soit de manière individuelle, soit en collégialité. Concernant la prise de décision en elle-même, beaucoup de choses influent. Alors il faut savoir qu'on appuie notre décision déjà sur des pièces. Oui. À savoir que même si on est régulièrement en procédure orale, on a des pièces, on a un dossier. Déjà, il y a une première lecture de ce dossier, et dans la lecture de ce dossier, il faut savoir que parfois on a peu d'éléments, parfois on a beaucoup d'éléments. D'où l'importance également d'avoir, dans une procédure pénale par exemple, d'avoir que l'enquête ait pu faire la lumière en fait sur les faits. En général, quand un dossier arrive devant moi, c'est que le parquet a estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments à charge. Donc, sur le plan pénal, normalement, j'ai beaucoup de pièces et déjà, je peux me faire une idée de la décision. Mhm.
Ensuite, bien sûr que l'oralité des débats, la plaidoirie de l'avocat, la présentation des parties, que ce soit la victime ou que ce soit le mis en cause, bien sûr que c'est un impact extrêmement important, extrêmement grand, puisque la personne, le mis en cause, quand il va se présenter à la barre, devant le tribunal, eh bien, il peut avoir une posture tout à fait de reconnaissance des faits, de remise en question, d'excuses, et il peut avoir également une autre attitude, et bien sûr que ça peut avoir un impact sur la décision. Oui, bah oui. Au-delà du fait de savoir s'il est coupable ou pas coupable, ça peut avoir un impact sur la décision. Également sa personnalité, à savoir est-ce qu'il est en récidive, est-ce qu'il est en état de réitération, est-ce que des soins sont nécessaires, est-ce que l'avocat également va apporter une autre vision avec des pièces, par exemple des pièces médicales, des pièces psychologiques, des expertises qui peuvent avoir eu lieu, soit sur le plan civil, soit sur le plan pénal, tout ça, bien sûr que ça concourt à la prise de décision et tout ça a une importance certaine. Ok, donc si je récapitule, pour le coup, tu te bases sur plusieurs éléments. Déjà, les dossiers qui viennent des avocats ou qui viennent également du parquet, des services d'enquête, etc. Donc tout va dépendre des éléments objectifs qui sont dans ce dossier. Donc après, on va regarder le type de preuve qui t'intéresse le plus, tu te doutes bien, Oui. pour savoir quelle est pour toi la hiérarchie des preuves, même s'il y a quand même des règles. Et je vous invite à regarder les vidéos qui ont déjà expliqué tout ce détail-là. Donc là, on va juste se concentrer sur la vie d'Aurore. Et puis, j'ai entendu également l'attitude du prévenu ou même du justiciable à l'audience pour savoir quel est son comportement, sa personnalité, quels sont ses antécédents, etc. Donc il y a aussi une question de crédibilité, je suppose, derrière. En tout cas, c'est ce que je comprends. Tu me diras ce que tu en penses. Et puis j'entends également la plaidoirie de l'avocat et la manière dont le dossier a été présenté, donc avec les pièces, mais également ses écritures, les développements. Oui. Surtout qu'il y a quand même des règles et vous ne pouvez pas dépasser... hormis des règles d'ordre public, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que l'avocat a présenté. Exactement, et c'est très important en fait là ce que tu relèves parce que en réalité un juge peut avoir plusieurs casquettes, un magistrat peut avoir plusieurs casquettes et avoir occupé plusieurs fonctions, tout ça ce qui concourt à nous apporter quand même une vision large de ce qui peut, enfin une expertise du coup assez large par rapport au type de procédure, hein, puisqu'on peut tirer voilà, un enseignement de chaque type de contentieux. Et c'est très important parce qu'en réalité, il faut toujours se poser la question de quel est le cadre procédural. Parce que là, c'est vrai que, comme je le disais, c'est complexe de pouvoir te répondre sur ceux qui font de ma décision, puisque tout dépend du code procédural. J'ai pas le même cadre procédural quand j'exerce en tant que juge aux affaires familiales ou quand je suis magistrat au pénal, juge correctionnel ou juge au pénal en tant que juge des enfants. C'est pas le même cadre procédural ou quand je suis en assistance éducative en tant que juge des enfants et je me pose toujours la question de quel est le débat, quel est le cadre procédural et sur quoi je me fonde pour rendre ma décision. Tout ça n'est pas arbitraire. Par exemple, en tant que juge aux affaires familiales ou en tant que juge des enfants, le cadre procédural, c'est pour le juge aux affaires familiales, on est lié également par les demandes, mais on a cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant qui nous permet d'aller au-delà des demandes. C'est ça. Et d'où l'intérêt quand peu importe ce qu'on raconte, on ne va pas forcément regarder ce que veulent les parents. En tout cas, oui, c'est important, mais on va d'abord regarder ce que veulent les enfants. Enfin, ce qui est dans leur intérêt plutôt. Voilà, c'est pas forcément ce que veulent les enfants, même si on prend en compte leur avis lorsqu'ils sont entendus. On peut pas non plus leur faire peser le poids de cette décision qu'on prend puisqu'on doit trancher entre un demandeur, un défendeur. Voilà, parce qu'il y a, enfin, en tout cas, en civil, il y a toujours un demandeur et un défendeur, à savoir deux parties. C'est surtout quel est l'intérêt, je vais trancher par rapport à cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Sur le plan pénal, il y a aussi cette notion de doute, parce que tu me posais la question de savoir comment je prends mes décisions. Sur le plan pénal, c'est vrai que autant sur le plan civil, parfois on a des doutes, mais on est obligé de trancher et on va s'orienter d'un côté ou de l'autre, sans se dire que notre décision est une punition. C'est juste qu'il faut que l'enfant, quand il y a une séparation, aille chez l'un ou l'autre des parents. En tant que juge des enfants, ben, là, je dois me poser la question de la protection de l'enfant. Est-ce que je dois le placer? Est-ce que je dois mettre en place une mesure d'assistance éducative? Est-ce que j'estime qu'objectivement, il n'y a pas de critère de danger et je leur donne un non-lieu?
Et au pénal, bah, il y a cette notion, ce poids du doute aussi qui est plus fort, puisque tout simplement, c'est est-ce que j'ai suffisamment d'éléments dans mon dossier pour condamner? Ben oui, tout à fait. Et c'est super important ce que tu dis là. Alors, je tiens à préciser pour le coup que Aurore est une amie, mais c'est également pour moi un symbole au niveau de la magistrature, qu'on soit bien clair, de l'intégrité. J'ai pu voir de la justesse dans certaines de ces réquisitions, j'ai pu assister à des moments. Et effectivement, il y avait des moments où dans les enquêtes, il manquait certains éléments et tu avais la justesse de dire dans tes réquisitions, bah moi là je suis pas, ça j'abandonne cette partie-là parce que j'estime que j'ai pas suffisamment d'éléments. Et franchement, je tiens à te préciser que je t'admire aussi pour ça, parce que c'est vraiment aussi hyper important. Effectivement, il y a des cadres et à un moment donné, on ne condamne pas quelqu'un s'il manque certains éléments, quoi. Mais alors du coup, comment tu fais justement quand tu as ce doute? Notamment, ça me fait penser à la question de l'emprise. Bah oui, c'est mon livre et d'ailleurs c'est Aurore qui m'a fait la postface, encore merci. Mais comment tu fais quand il y a ce genre de situation? Parce que bah, il y a souvent des manipulations et puis bah, les victimes, elles n'ont pas pensé à se constituer tout un dossier. Les manipulateurs savent très bien retourner la situation et puis eux, ils ont les preuves parce qu'ils ont réussi à trouver le bon moment, le bon angle pour faire craquer la victime et la faire passer pour le bourreau et inverser à certains moments. Mais aussi, quels sont les fameux documents, les éléments objectifs qui te permettent, toi, auquel tu donnes du crédit. Par exemple, est-ce que c'est des contrats, est-ce que c'est des SMS, des attestations, mais qu'est-ce que tu voudrais trouver dans des attestations, des témoignages, est-ce que c'est Oui. en fait tout ça quoi pour que ce soit plus clair. D'accord. Concret. Alors, ma réponse, ce serait que c'est un faisceau d'indices. Et c'est la même chose que ce soit, par exemple, les violences intrafamiliales, où effectivement, les faits se passent dans un vase clos, et souvent, il peut y avoir des dénégations dans le sens où les faits sont contestés. Et de la même manière, c'est classique en trafic, dans le cadre des enquêtes pour trafic de stupéfiants, c'est classique également que les mises en cause, malgré les preuves, vont nier. Donc, nous, on ne peut pas fonder sur le fait de savoir est-ce qu'il reconnaît pas les faits. En fait, on a un faisceau d'indices qui sont plein de petits éléments qui vont nous donner en fait cette réponse de savoir est-ce que là j'ai suffisamment d'éléments ou pas. Alors, plus précisément, dans les enquêtes, on a l'audition bien évidemment de la victime, euh, lorsqu'il y a une victime, qui va fonder de bases sur lesquelles ensuite le mis en cause va être entendu, va pouvoir répondre aux questions. Je dirais que c'est important lorsqu'il y a des témoignages, un voisinage ou des témoignages, des éléments objectifs par exemple d'une surveillance, bien sûr que la téléphonie c'est un moyen de preuve qui est efficace et qui est très important. Ça peut s'agir du ton qui est employé dans les messages, notamment dans les violences intrafamiliales. Il peut y avoir des violences verbales, des violences psychologiques. Il peut y avoir parfois la victime également va parler des faits avec son agresseur. Donc ça, ce sont des éléments de preuve qui sont assez importants. Sachant qu'il faut savoir qu'au pénal, la preuve se fait par tout moyen. À la différence du civil où on dit qu'il y a une preuve qui est déloyale, etc. Au pénal, la preuve se fait évidemment par tout moyen. L'examen médical est très important puisque ça permet de fixer une incapacité totale de travail et surtout les photos aussi. Ça permet de voir est-ce que s'il y a eu des violences, est-ce qu'il y a des marques, est-ce que la personne s'est rendue régulièrement chez son médecin, est-ce qu'au moment où elle est allée à l'hôpital ou chez le médecin, elle a pu expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Donc ça, c'est vraiment les éléments que je regarde aussi. Elle va dire, par exemple, la personne va dire, je suis tombée dans les escaliers, mais elle ne dépose pas plainte à ce moment-là. Ou alors elle va dire, j'ai été victime de violence conjugale, elle ne dépose pas plainte, elle va déposer plainte peut-être 6 mois, 8 mois après, mais j'aurai ces précieux éléments. Où elle aura déjà, avant même de déposer plainte, elle aura déjà parlé aussi à son entourage de ce qu'elle subit, les témoignages et puis les expertises psychologiques ou psychiatriques. Ça c'est aussi important. Tous ces éléments sont regardés avec grand intérêt. Oui, de manière concordante en fait pour vérifier s'il y a une cohérence d'ensemble, c'est ça? Exactement, parce que si on a la parole de l'un contre la parole de l'autre, à moins que les faits soient reconnus, eh bien on n'a rien dans le dossier d'objectif autre que la parole d'une victime et qui décrit des faits et la parole d'un auteur qui va les contester. Donc on a besoin d'avoir plus d'éléments. C'est ça. Et alors pour les audios et les vidéos, tu as des recommandations parce que c'est très touchy quand même en fonction si on est au pénal ou au civil.
Alors, moi, en tant que, voilà, je suis quand même principalement pénaliste. Je suis très engagée dans la protection, voilà, de l'enfant, protection des victimes de violences qu'elles soient physiques, verbales, psychologiques, sexuelles. Et c'est vrai que même au civil, lorsqu'il y a des constats d'huissier sur de la téléphonie ou des choses comme ça, je n'ai jamais, puisque ça respectait quand même un cadre procédural précis, je n'ai jamais écarté une pièce. Ok. C'est vrai qu'on a pu me demander d'écarter des pièces. Parfois, je les ai écartées parce que, voilà, pour des raisons légales, parce que c'était par exemple un mineur qui faisait un témoignage, sachant qu'en réalité, ce mineur, je peux aussi l'entendre dans le cadre de la procédure, où il peut y avoir une enquête pénale, où il peut être entendu aussi, où il peut être entendu devant le juge des enfants, enfin bref. J'ai dû écarter certaines pièces parce que là, ça ne respectait pas le cadre procédural. Mais au pénal, au contraire, c'est très important. Et je dirais aussi que parfois, moi, je montre, quand je suis avec des assesseurs, par exemple, je montre les photos, avec, voilà, parce que maintenant, c'est vrai que tout est informatisé, je montre les photos. On a des équipements aussi pour voir les audios, pour voir les vidéos. Et au contraire, c'est très important. Parce que lorsqu'on lit une procédure, lorsqu'on lit des faits, en fait, on n'a pas on n'a pas le même ressenti que lorsqu'on voit ce qui s'est passé. Ah bah oui. Un crachat, quand on voit, enfin, ça laisse pas de traces. Un crachat, une gifle, ça laisse pas forcément de traces. Et on se dit, bon, il y a eu qu'une gifle, elle est pas trop blessée. Quand on le lit, on peut se dire, voilà, ça se voit pas par rapport à notre victime qui serait voilà, bleue, ensanglantée, avec des points de suture, etc. Mais quand on voit la violence sur vidéo par rapport au cri aussi, eh bien, ça fait pas du tout le même effet. Mais c'est vrai qu'en plus, en ayant vraiment un support, ça t'évite d'avoir toute cette narration qui est faite autour du fait et ça te permet de constater toi-même sans avoir l'interprétation du fait qui a été donné, si je comprends bien. Exactement. Et je dirais qu'aujourd'hui également, puisque ça ne concerne pas seulement les violences intrafamiliales, mais par exemple les interpellations par les forces de l'ordre, il y en a de plus en plus maintenant qui ont des caméras. Et au moment de l'interpellation, en fait, ils vont activer leur caméra et on va voir en fait la violence de comment ça se passe, comment se passe l'interpellation, quels sont les mots qui sont employés, les insultes, l'agressivité de la personne. Et c'est vrai que je trouve que ça apporte un plus, puisque en fait on est tellement soumis à une répétition de faits graves que forcément il y a une hiérarchie qui se fait entre le plus grave, meurtre, barbarie, et des violences. Et il ne faut pas qu'on arrive à les banaliser ou les minimiser. Et c'est pourquoi c'est quand même très important d'avoir ce type de preuve aussi. Mais c'est d'autant plus important qu'en plus, là, tu as touché même un sujet qui est carrément presque politique, hein, vu toutes les vidéos qui ont pu circuler ces derniers temps et qui sont souvent activées quand le policier riposte. Alors, moi, je ne suis pas pro-policier, je ne suis pas pro-victime, qu'on soit bien clair. Hein, chacun a des fois ses responsabilités, tout est casuistique. Mais pour autant, c'est vrai que le fait qu'il puisse déclencher dès le début de l'interpellation et en plus il y a des supports de l'autre côté, parce que souvent il y en a d'autres qui ont des supports, ça permet d'avoir une vision d'ensemble et pas juste de tel moment et du coup c'est plus général en fait et ça te permet de prendre une meilleure décision, je suppose. Oui, tout à fait, oui. Je trouve que c'est important, effectivement, parce que c'est vrai que ce soit les victimes comme les auteurs, alors, il y a des faits qui se passent, et après, au fur et à mesure, ben, le temps passe et on peut oublier certains détails, il peut y avoir une tendance à minimiser les faits, la victime a oublié, il y a ce phénomène d'emprise, même où elle va carrément contester ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que avoir d'autres supports, d'autres éléments de preuve comme des photos, un examen médical, le fait qu'elle est choquée, la manière dont la personne était interpellée, l'intervention à domicile avec les cris, les pleurs, les enfants au milieu, enfin tout ça, quand c'est acté en procédure, c'est très précieux. Bah c'est ça. Alors moi quand tu es en train de me parler de ça, il y a deux choses qui me sont venues. C'est la compétence, parce que des fois c'est vrai que surtout quand c'est des petits tribunaux, il doit y avoir 2-3 magistrats, sauf qu'ils changent de casquette. Donc il y en a un qui a à un moment donné la casquette de juge des enfants, il change de poste, il a la casquette de juge correctionnel, puis il change de poste, et ben, tout d'un coup il peut être proc, donc procureur.
Et en fait, moi, ce qui est difficile, c'est que des fois, j'ai des clients qui viennent, qui me racontent leur histoire. Et puis, pour eux, en fait, moi, j'étais missionnée, par exemple, que sur la partie, par exemple, divorce. Et tout d'un coup, on commence à me parler de violence, de contrôle coercitif dans le cadre du divorce. Sauf que bah, c'est compliqué d'expliquer à une partie qu'en fait, ça, c'est un vocabulaire de pénal. Et là, c'est pour le juge qui est au pénal et qu'on ne peut pas utiliser certains termes au civil. Tout comme après on leur dit bah non, bah là c'est le juge des enfants qui est compétent, madame, en fait, ou monsieur. Donc et pour eux c'est pas très clair parce qu'en fait ils voient juste un magistrat et puis c'est leur vie. Donc, toi, comment est-ce que tu arrives à sentir des fois dans des dossiers que c'est compliqué pour les personnes, Oui. la mesure de ces changements de compétences, et que bah, c'est aussi tout un sujet, en fait c'est une charge émotionnelle pour eux, mais c'est aussi une charge économique, surtout quand l'avocat est obligatoire, parce qu'à chaque fois, ben, c'est des dossiers différents. Et eux, ben, c'est pas forcément évident pour eux de faire ce distinguo, quoi. Oui, c'est vrai que on, on entend, hein, les victimes, elles attendent beaucoup. Elles attendent de pouvoir s'exprimer. Et c'est vrai que moi, régulièrement, je rappelle aux personnes, aux parties, le cadre procédural. C'est-à-dire que je leur dis, écoutez, là, par exemple, c'est vrai que c'est très fréquent que moi, je suis juge des enfants, c'est très très fréquent qu'il y ait un juge aux affaires familiales qui soit aussi saisi et il y ait une enquête en cours ou il y ait un tribunal correctionnel qui soit saisi et les parties ont envie de s'exprimer, reparler, ressasser les faits. Et moi, je leur explique que, en fait, moi, le cadre procédural, c'est soit une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, soit par exemple un placement. Et je leur dis, écoutez, je suis désolée, mais il y a d'autres enfants, d'autres familles qui attendent après vous. Je suis obligée de recentrer le débat parce que sinon, ben, je ne serais pas en capacité de travailler. Tout simplement, je travaillerai jour et nuit et je ne pourrais pas faire mon vrai travail. Enfin, ce qu'on attend de moi, de rendre la décision. Mais il y a un élément quand même qui est très important, c'est voilà, sur ces notions de priorisation nationale, hein, où il y a eu quand même une politique qui a évolué très favorablement en faveur de la prise en compte de ce type de violence, que ce soit les violences faites aux femmes, les violences aussi à l'égard des enfants. Il se trouve qu'il y a une communication, donc c'est au-delà du secret partagé, en fait, c'est qu'il y a des comités qui sont organisés et il y a des communications. Il y a le code de procédure pénale qui nous soutient aussi et de civil qui nous soutient dans le partage des informations, à savoir que moi, mes décisions, je les transmets au juge des enfants qui d'ailleurs consulte mon dossier. Le juge aux affaires familiales me transmet ses décisions. Moi, régulièrement, quand j'ai des éléments d'infraction de nature pénale, etc., je transmets les éléments au parquet. Le parquet, il a connaissance d'éléments de nature pénale et qu'il y a une enquête en cours, il y a des dénonciations, il y a une information préoccupante, va m'aviser. Donc finalement, c'est vrai que je peux comprendre la confusion pour les parties, mais ils ont même si l'avocat va recentrer le débat sur la demande, et c'est normal parce que voilà, on peut pas faire des conclusions de 50 pages qui d'ailleurs ne seront pas lues. S'il vous plaît, gardez bien en mémoire, elle répond à ma question avant que je la pose. Pas de conclusion de 50 pages. Non, voilà, donc, c'est inutile. Voilà, donc il est inutile de nous envoyer des observations. Quand on vous dit des observations, c'est factuel. Et si vous en mettez des tartines avec plus de 30 pages, on ne pourra pas les prendre dans les conclusions, elle vous le dit. Voilà. Mais l'avocat, en fait, même les parties, en fait, ce qui est très important, les informations clés dont on a besoin, c'est des informations juridiques et factuelles. C'est il y a une procédure en cours devant le tribunal correctionnel, il y a une convocation à telle date, il y a une condamnation pénale avec telles interdictions de contact, par exemple, interdiction de paraître. Il y a une affaire du juge aux affaires familiales. Alors, qu'est-ce qu'a fixé le juge d'affaires familiales, qui a la résidence, etc. Toutes ces informations, elles sont essentielles en fait. Mais c'est ça. Mais c'est voilà, ce qui est central, c'est ça. Après c'est contextuel. Tout autour, c'est contextuel, et puis il faut qu'on soit capable d'aller très vite et de synthétiser pour rester dans notre office, de rendre la décision selon le cadre procédural pour lequel on est saisi. Donc, s'il vous plaît, il y a bien un cadre procédural à respecter. Quand votre avocat vous dit non, c'est pas le bon juge, on peut pas mettre cette information, c'est pas pour vous embêter, c'est tout simplement pour respecter le cadre procédural et que vous soyez entendu correctement par un magistrat, parce que sinon il n'est pas compétent et ça sert absolument à rien. Et en plus, ça lui fait faire du tri
et il a autre chose à faire, très clairement. Et du coup, alors c'est un petit peu touchy, il faut savoir que les magistrats ont un devoir de réserve. Donc merci à Aurore de prendre le temps de parler, mais là la question, elle n'était pas préparée. Donc n'hésite pas à me dire si tu veux pas répondre. En fait, tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose d'important, c'est toutes les plaintes qui sont déposées et les signalements qui sont faits. Et souvent, ce que disent les femmes, et même sur les violences faites contre les femmes et aux enfants, et même des fois, il y a des hommes, hein, pareil, on ne prend même pas leur dossier parce qu'on leur rit au nez, c'est que les plaintes sont classées. Des fois, il n'y a même pas de garde à vue, les victimes ne sont pas auditionnées, alors que ça peut être des plaintes pour violences graves et viol. Des fois, on va même dire aux enfants arrêtez de raconter n'importe quoi et de répéter ce qu'a dit maman, alors qu'il y a eu plein de plaintes. Et ça, je l'entends quasiment tout le temps. Dès que j'ai une victime, il n'y en a pas une seule qui m'a pas soutenu ce discours. Alors, tu te doutes bien que ça fait clairement référence à l'affaire Liana, oui, derrière. Et du coup, c'est quand même assez touchy, quoi. Oui, je comprends. Alors, voilà, pour te rassurer, ce n'est pas du tout le protocole, hein, que ce soit au niveau du parquet, au niveau du siège, au niveau des juges des enfants. Enfin, moi, je sais que je suis une magistrate engagée. Mes collègues le sont aussi. Enfin, je veux dire, bien sûr que la protection des personnes les plus faibles, c'est une priorité. C'est pas quelque chose d'entendable. C'est pourquoi il y a aussi la possibilité de faire des recours directement auprès du procureur de la République, c'est-à-dire déposer une plainte entre les mains du procureur de la République. Alors moi, je jette la pierre sur personne, hein, je jette la pierre sur aucun service parce que je connais en fait la situation des services. Alors ça ne fonctionne pas de la même manière dans une... voilà, Paris c'est quand même la capitale. Je pense qu'il y a énormément, il y a une grosse saturation. Hein. J'ai jamais travaillé à Paris, mais j'imagine qu'il y a une grosse saturation. Parce que là, tu partages ton expérience de retour sur Paris. Oui, c'est vrai. En province, en tout cas, non. La main courante, normalement, il faut savoir qu'il y a la différence entre la main courante et la plainte. Des fois, il y a des personnes qui viennent, qui déposent une main courante. C'est vrai que les services d'enquête sont totalement saturés. Néanmoins, sur les mains courantes qui concernent les violences, il y a des instructions claires. Dès lors qu'il y a une violence, il y a ouverture d'enquête. Les services de police, de gendarmerie sont absolument saturés, ça je le sais. Complètement. Y compris même les services spécialisés comme l'Office central des mineurs, hein, où ils ont pu doubler leurs effectifs, mais qui restent quand même des effectifs qui sont pas, énormes par rapport à la masse des signalements et des enquêtes qu'il faudrait traiter. Donc là, actuellement, en fait, ce qui se passe... Enfin, moi, je suis pas d'accord avec le fait de dire que non, les enfants arrêtés de parler, etc. Non, c'est pas du tout. Nous, ce qu'on nous enseigne et la manière dont on nous forme et les instructions qu'on donne au service de police, c'est pas du tout ça. Hein. Les recommandations, les instructions, elles sont très claires. C'est-à-dire que pour chaque enquête, il doit y avoir, sauf les enquêtes au bien, les atteintes au bien de faible valeur, où là c'est vraiment pas possible en fait, il peut pas y avoir de... Je pense qu'il y a des classements massifs sur ce côté-là, puisque en fait il faut centrer nos efforts sur les atteintes aux personnes ou sur des atteintes aux biens qui sont beaucoup plus importantes, comme des cambriolages par exemple. Néanmoins, j'ai perdu le fil par rapport à la question. Attends. Et on reprend. J'ai pu travailler avec une brigade des mineurs quand j'étais substitut. C'était très 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 compliqué. Ils étaient en petit nombre. Et malheureusement, il y avait tellement d'enquêtes entre les enquêtes préliminaires, c'est-à-dire quand une victime vient déposer plainte, quelques temps après les faits, et les enquêtes en flagrance, sachant que tout était grave, tout ce qui était dénoncé était grave, en fait, ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour pouvoir tout traiter. À tel point que le service d'enquête nous avait dit qu'ils vivaient très très mal cette situation, hein, parce que tout était grave et ça les rendait malades en fait de ne pas pouvoir tout traiter en même temps, dans le sens où le préliminaire, ils n'avaient pas la possibilité d'aller reprendre les enquêtes préliminaires parce que chaque jour, en flagrance, il y avait des faits très graves. Mais quand je dis des faits très graves, des viols,
des agressions sexuelles sur des enfants, des violences très graves. Enfin, il y avait des faits extrêmement graves tous les jours qui font que, en fait, ils traitaient au jour le jour le flag avec l'ampleur qui est une procédure. Lorsqu'il va y avoir un déferment derrière, pendant 24 heures, 48 heures de garde à vue, ou même avant la garde à vue, avant l'interpellation, tous les actes qui sont faits en flagrance pendant, si besoin, 8 jours, renouvelables une fois. Tous ces actes-là, ça va mobiliser les enquêteurs, mais presque, j'allais dire, jour et nuit en fait. C'est ça. Avec toutes les envois des réquisitions, etc. Et c'est vrai qu'ils étaient vraiment en souffrance en expliquant que vous avez sollicité pour nous demander, écoutez, tout est prioritaire, tout est grave, on ne veut pas assumer le fait qu'il y a des enquêtes qui sont laissées de côté. Donc, écoutez, venez et dites-nous par quoi on commence. C'est ça. Puis il y avait une question de budget. Je ne sais pas si toi, tu avais eu ce genre de cours, mais je me souviens qu'on avait eu des cours à des moments où on nous expliquait qu'il y avait des lois de finances qui étaient votées pour chacun des postes, et pour la justice, en fait, le budget était complètement explosé à partir d'à peu près du mois de juillet. Ouais. Parce que tous ces actes d'enquête, ça demande du personnel qui n'est pas forcément toujours formé en fonction de manière spécifique pour chacun des points. Donc par exemple, si c'est des enfants qui sont mineurs, oui, ils sont formés au droit, effectivement, mais peut-être pas forcément à la psychologie pour comment faire parler des enfants, etc. Mais il y a aussi la question de budget, parce que ce sont des actes d'enquête qui sont payants en fait. Et il y a plein d'idées qui me viennent, beaucoup de réponses à t'apporter. Déjà, donc c'est les frais de justice. Déjà, le fait que aussi maintenant tout est uniformisé dans le sens où normalement un enquêteur ne devrait pas répondre, de pas poser certains types de questions et répondre non, je vais pas prendre votre plainte, etc. C'est pas possible. Normalement, il ne doit pas. C'est important. Écoutez bien. Et en fait, maintenant, il y a des choses qui ont été travaillées dans le sens où il y a des protocoles. C'est-à-dire que selon le type de fait, en fait, notamment violence conjugale, il va y avoir une série de plein de questions qui va tout balayer. Et ça, normalement, c'est au niveau national. Ah, c'est génial. Donc, toutes ces questions, elles vont pouvoir poser des questions sur le financier, sur l'accès au compte, sur qui prend les décisions par rapport au contrôle coercitif. Pour les enfants, il y a un protocole également, c'est-à-dire que normalement, l'enfant il va être entendu dans un cadre précis, c'est-à-dire qu'il va se rendre une seule fois dans un service qui est à l'hôpital, où il y a une salle dédiée à écouter l'enfant, en plus une salle où il va y avoir peut-être des peluches, enfin une salle qui va être décorée où l'enfant va se sentir plus en sécurité. Ouais, c'est très important. Il va être entendu avec un enquêteur spécial qui a une habilitation et selon un protocole spécial pour qu'il puisse répondre avec des questions ouvertes. Voilà. C'est hyper important ce que tu es en train de dire, parce que c'est vrai que des fois, on voit certaines questions qui sont posées. C'est comme s'il y avait un enfermement dans ce qu'on appelle un schéma narratif, donc des questions qui sont orientées en fait. Du coup, ça amène vers un certain cadre, et on veut dire on nous pose une question, mais il n'est pas possible de répondre comme on veut parce que la décision est déjà orientée. Oui. Ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit par rapport à ce que tu viens de dire. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que le fait d'avoir un cadre, surtout pour les enfants, moi je me souviens d'une fois où j'ai accompagné même un adulte devant un juge d'instruction, et il y avait le cadre qui était posé, donc forcément les questions étaient posées à mon client, et je voyais le magistrat qui s'énervait parce que le client était en train de reparler de son histoire, et c'est vrai qu'il sortait des fois un petit peu du cadre, mais pour lui c'était important pour pouvoir arriver, pour se mettre dans le bain, parce qu'il était très intimidé par le magistrat, donc il était sous cette forme de sidération. Et à partir du moment où il se faisait tout le temps recadrer, en plus la magistrate à ce moment-là faisait que de nous casser aussi parce qu'on avait apporté pas mal d'éléments. Elle avait vraiment peur qu'on la surcharge. Et du coup, il n'était pas à l'aise, il s'est fermé. Et le dialogue, c'est devenu un dialogue de sourds. En fait, il n'arrivait même plus à parler. Donc j'imagine bien qu'en plus, pour des enfants qui sont devant un magistrat ou devant un professionnel de la police ou de la gendarmerie, enfin bref, les forces de l'ordre, ça doit pas être évident, quoi. Et c'est pour cette raison qu'en fait les auditions sont filmées, puisque normalement pour éviter l'impact traumatique également des répétitions, et parce qu'il y a des études aussi au niveau de la mémoire où plus on est près des faits et mieux c'est pour pouvoir donner tous les détails, puisque il y a des études qui disent que c'est pas forcément qu'une victime ment,
mais après elle va être polluée déjà par ce dont elle a connaissance Oui. dans l'enquête. Donc après, elle va avoir une confusion. Est-ce que ça, je l'ai appris parce que je l'ai vu dans les médias? Est-ce que je m'en rappelle? Du coup, c'est très important en fait dans l'immédiateté des faits d'avoir une audition, voilà, l'audition filmée avec question ouverte pour pouvoir faire appel à un fil dans la mémoire. Donc ça, voilà, il y a des psychologues, notamment en gendarmerie spécialisés, hein, qui viennent d'ailleurs en formation à l'École nationale de magistrature. C'est passionnant, voilà, avec une inspiration du protocole NIST, qui est un protocole au Canada pour justement auditionner les auteurs de violences sexuelles, abus sexuels, viols, etc. Donc ça, c'est assez passionnant. Et donc c'est ce protocole-là. Après, attention, je mets une nuance. La réalité, c'est que tous les services sont saturés. Services de police, services de gendarmerie, la magistrature. Donc, Ah bah oui, vous êtes avec des caddies là, on vous voit avec des caddies, des fois je t'appelle le week-end, t'es encore oui, en train de prendre tes décisions, ils sont saturés. on est saturé, donc parfois, des fois, on n'a pas le temps je pense, hein, de prendre le rendez-vous. Il n'y a plus de place au rendez-vous à l'unité enfant pédiatrique, l'UAPED, où ils vont à la fois donc, parler, être auditionnés par l'enquêteur et à la fois avoir un examen médical et psychologique pour pouvoir fixer l'incapacité totale de travail. Et puis également faire tous les examens utiles, que ce soit un examen médico-légal, le corps, voilà, que ce soit gynécologique ou que ce soit voilà, voir s'il y a des marques, au niveau psychique également. Et parfois, en fait, il n'y a pas de place où on ne peut pas. Enfin, il y a aussi une hiérarchie par rapport à la gravité. Ça ne peut pas être fait tout de suite. Mais c'est ça. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé de trauma et d'appréciation. Alors, le trauma, la chose qui me vient, c'est est-ce que toi, enfin, je sais que tu as conscience, parce que Aurore s'est également formée en psychologie, donc je sais que tu as conscience de ce contexte de trauma, avec des fois l'amnésie traumatique, ce genre de choses, tout le contexte de la victime, et de fait que des fois, elle puisse ne pas parler, sidération, et puis des fois, où elle peut être dans la fuite, et puis après, des fois, elle peut être agressive, alors que c'est pas contre le magistrat ni l'avocat, c'est juste, elle est dans le fight à ce moment-là. Mais il y a aussi la question, je me souviens même d'un exercice qu'on avait fait à l'ENM, on nous avait montré une petite vidéo on avait tous regardé la même vidéo, on nous avait demandé de ce qu'on avait vu, et tout le monde avait une vision différente sur... Je me souviens que c'était une voiture qui roulait, il y avait un accident, on devait juste tous témoigner de qu'est-ce qu'on avait vu. On avait tous une appréciation différente, et en plus il y avait quelqu'un on avait entendu justement après une victime, enfin pas quelqu'un, un témoin réel qui parlait des faits, et notre perception avait changé justement, parce que ça avait pollué, c'était ce que tu disais. Exactement, ça c'est... Même sur les couleurs, c'est vrai que le fait d'avoir fait cette expérience-là, déjà ça nous fait relativiser les choses. Sur la mémoire traumatique, notamment Muriel Salmona en parle, elle est spécialisée dans ce domaine, et puis il y a beaucoup de psychologues et psychiatres également qui commencent à parler du trauma, de son impact, la mémoire traumatique, le fait qu'en réalité, tout ça c'est extrêmement important quand on est magistrat, d'avoir accès et de continuer à se former, d'être formé spécifiquement sur ça, parce que alors on a la connaissance par exemple de la dissociation. Ça c'est vrai que maintenant tous les magistrats le savent, une victime, elle peut déposer, que ce soit lors d'un interrogatoire par exemple, ou à l'audience, de manière assez froide, distanciée, sans exprimer aucune émotion. Et c'est vrai que moi j'ai le souvenir même par le passé, ou même de jurés, d'assesseurs qui ont pas cette expertise de dire cette victime vraiment elle est froide, on dirait qu'elle n'a pas vécu. Et ça, non, c'est la dissociation. Tout à fait. Ça veut dire que c'est tellement important, c'est tellement grave ce qui s'est passé que même la manière quand elle en parle, elle est tout de suite dissociée, parce que sinon en fait c'est un risque même, un risque que tout explose, au niveau de sa personne en fait, même un risque de mort entre les hormones, l'adrénaline, etc. En fait, ça disjoncte en fait au niveau de son cerveau. C'est un instinct de protection, de survie en fait. Tout à fait. C'est ça. Donc ça, on en a conscience. Je te remercie de le dire, parce que j'entends encore des fois le terme par certains confrères de tarte à la crème, ou de certaines remarques, on va dire,
qui sont pas en ces termes-là, mais qui sont, quand on entend en audience une petite remarque et tu te dis, oui, tu as l'impression justement de sortir la fameuse tarte à la crème. C'est important, je pense, pour certaines personnes, et aussi pour moi d'ailleurs, d'entendre une magistrate qui dise, mais si, Oui. on le sait, quoi, et ça existe. Et sur des détails, souvent, moi j'ai des parties qui disent, voilà, la victime a pu dire, voilà, il m'est arrivé ça, etc. Et puis de l'autre côté, c'est vrai que des fois ça peut être très violent, très brutal. On va dire, non, mais alors là, elle a dit ça alors que c'était pas ça, il y a des preuves, elle a changé, c'est pas la même chose, c'est contradictoire, etc. Bon, ça, pareil, en fait. En fait, ça dépend sur quels sont les éléments essentiels. Est-ce qu'elle se trompe? Est-ce que sa parole est constante sur les éléments essentiels? Si c'est sur un petit détail où en fait elle a oublié ou elle va se tromper ou plusieurs années après on va lui demander une réponse et elle va pas être capable de nous répondre, est-ce que c'est ça en fait? Ça on sait que plus justement en fait plus des fois il y a des... On sait en fait que de temps en temps au niveau de la mémoire ça peut émerger plus tard, il peut y avoir des nouveaux détails qui émergent et qu'on peut aussi oublier des choses parce qu'on va les enfouir. On sait aussi qu'un discours, voilà, quand il peut être fluctuant, ça ne veut pas dire que c'est un mensonge. Complètement. Pas du tout, en fait. Ça montre aussi l'impact du traumatisme qui est important. Mais c'est ça. Mais alors, quand tu dis ça, ça me fait penser à deux choses. Parce que je me souviens que quand on était à l'ENM, et c'était quand même il y a presque 14 ans, hein, on a été, je ne sais pas si tu te souviens de ce cours, il y avait Lie to Me. C'est ceux qui font toutes les techniques de mensonge, Oui. avec toutes les micro-expressions, Oui. qui nous expliquaient comment ça fonctionnait. Donc vous étiez déjà, Oui. on va dire, avisés de ce type de possibilités. Pourtant, c'est toujours pas reconnu en France. Ça nous vient plutôt des États-Unis et du Canada. Je voulais connaître ta position là-dessus, parce que moi, des fois, je les demande, hein, très clairement, quand on fait des actes d'enquête, je demande à ce que ce soit mis en place, parce que je peux m'en servir derrière pour démontrer que, clairement, oui, ça n'a pas été utilisé, mais dommage pour vous, c'était à vous de le démontrer. Donc voilà, surtout quand c'est du parole contre parole. Et forcément, on se pose la question de la prescription. Parce que autant j'ai pu voir des décisions au civil où il y avait plus de facilité à faire remonter, enfin faire partir plutôt le délai de prescription au moment où il y avait la conscience de la situation, pas la connaissance des faits, parce que oui, les faits, ils sont en train de les vivre, enfin, les personnes les vivent. Donc bien sûr qu'elles ont connaissance des faits et ils sont là. Mais est-ce qu'elles sont encore, faut-il qu'elles en aient conscience à ce moment-là? Et au civil, il y avait plus de jurisprudence qui allait dans ce sens-là pour pouvoir faire remonter le délai de prescription, enfin courir le délai de prescription plus tard, donc permettre de remonter plus loin. Alors qu'au pénal, franchement, c'est très souvent, pourtant il y a un arrêt qui dit quand il y a un cas de force majeure et que pour le coup, on n'avait pas la possibilité de s'exprimer à ce moment-là, et dans ce cas-là, on fait remonter à partir du moment où on a conscience. Mais c'est encore très rare, surtout sur cette appréciation, parce que des fois ça peut être de convenance. Oui. Comment on fait pour l'apprécier? Enfin, quelle est ta position, toi, là-dessus, en fait? Sur la prescription au pénal? Ou la prescription au pénal, même au civil, par rapport aux éléments traumatiques, le fait que des fois, on ne puisse pas... Là, par suite. rapport à la prescription, c'est vrai qu'on est sur le plan pénal, on est enfermé par des délais précis et qui ont reculé, puisque en fait, on doit se fonder par rapport à la loi applicable au moment des faits, même si après, de manière, voilà, selon les époques, en fait, on doit remonter et donc il va y avoir une prescription plus courte. Même si après il y a eu des évolutions et que parfois il y a aussi des lois d'application immédiate. En tout cas, aujourd'hui, on reste sur cette barre de 20 ans pour les crimes à partir du moment où la personne est majeure. Oui, c'est ça. Sachant que des fois, les faits remontent très loin. Des fois, malheureusement, ils vont porter plainte à la toute limite de la prescription ou même après prescription. Donc c'est vrai que ça, c'est une question qu'on se pose de savoir est-ce que on ne pourrait pas évoquer pour voilà, tout ce qui est viol, agression sexuelle commis pendant l'enfance, est-ce que on ne pourrait pas solliciter de l'imprescriptibilité? Mais même pour certaines violences, pour le coup, il y a certaines violences, surtout dans des cas d'emprise, même si c'est pas reconnu en tant qu'infraction autonome, et qui est une belle évolution au niveau jurisprudentiel sur le contrôle coercitif. Il y a aussi, c'est quand même très très lourd. Enfin, pour moi, j'appelle ça un viol de l'âme et de l'esprit, très clairement. Au vu des études, de fait que ces souvenirs sont enfouis, que c'est très difficile aussi de libérer sa parole, que
Souvent, s'il s'agit par exemple d'un homme ou d'une femme qui ont subi des viols, eh bien, là, en fait, ils vont réussir à enfouir, ils vont grandir peut-être, qu'à un moment donné, ça va bien se passer dans leur vie. Et au moment où eux vont créer leur famille, avoir des enfants, là, à un moment donné, il y a tout ce qui était enfoui qui risque de remonter. En fait, il y a des étapes clés comme ça, des moments décisifs, cruciaux, où ça peut remonter. Et ça peut remonter tard. Puisque là, par exemple, on a des enfants dans une société vieillissante où on fait des enfants de plus en plus tard. Donc ça peut remonter plus tard, ou même pour d'autres éléments. Peut-être le décès d'un parent qui font qu'on arrive à parler. Et c'est vrai que je trouve, alors ça c'est mon avis personnel, mais moi en tout cas j'applique, voilà, je suis en tant que magistrat, je dois appliquer la loi, mais mon avis personnel c'est que oui, ça serait dans ce cas de figure précis, ça serait effectivement avec la connaissance qu'on a de la mémoire traumatique. C'est vrai que ça serait intéressant qu'on en arrive à considérer que ce genre de délit et de crime soit imprescriptible, et notamment parce que il peut aussi y avoir eu des enquêtes qui sont classées, et sauf que des années plus tard, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, et ben, il y a d'autres victimes. C'est ça. Et ça donne un autre regard. Et on se dit, mais pourquoi la justice n'a rien fait à ce moment-là, mais il y avait prescription aussi, quoi. Voilà, et puis il y a des choses dramatiques aussi, c'est que parfois, il y a eu des faits de viol qui ont été dénoncés, ils n'étaient pas prescrits, et sauf que si par la suite c'est correctionnalisé, en fait c'est prescrit. Ouais. Puisque la prescription est plus courte, donc il y a eu quand même aussi parfois des cas de procéduraux qui ont montré leurs limites par rapport à ça, la prescription, par rapport à si ce sont des faits de viol et d'agression sexuelle, et que finalement on va, des années après, ça va être très très dur d'avoir des éléments de preuve, à part si la victime en fait elle a réussi à avoir des aveux de l'auteur, s'il y a eu des échanges, ou s'il y a eu d'autres victimes, mais sinon c'est vrai que ça va être très 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 dur d'avoir des éléments de preuve autant d'années après. Bah, c'est ça, et puis des fois c'est aussi même la question en fait de quand est-ce que tu le fais courir, est-ce que c'est au moment des faits ou est-ce que c'est au moment où la personne a pris conscience parce que tu estimes qu'il y a eu un cas de cette situation était un cas de force majeure en fait, et que du coup elle n'avait pas accès. Et là je me doute que ça doit être délicat parce que bah moi c'est le genre de choses que je soutiens en tant qu'avocate, bien entendu. Voilà. Vous de votre côté, il y a aussi cet arsenal qui est possible d'utiliser, mais forcément c'est touchy parce qu'on rentre dans des relations interpersonnelles et en plus de l'ordre de la psychologie. Mais c'est vrai que aussi bien du côté du parquet qui peut à l'opportunité des poursuites, il peut nous dire on y va ou c'est game over parce que c'est prescrit. Et après, quand il y a eu des poursuites par le parquet, en tant que magistrat du siège, de dire mince, comment je vais apprécier ce truc-là, qu'est-ce qui peut me faire pencher dans un sens ou dans l'autre, et même faire évoluer ou pas le droit, parce que des fois, la jurisprudence, donc l'appréciation de la loi par les juges, donc voilà, fait qu'il y a des moments elle va dans une direction et des fois on appelle un revirement de jurisprudence, donc elle va dans l'autre sens. Oui, exactement. Alors après sur ce type-là, moi j'ai pas eu connaissance de jurisprudence, je pense que ça doit être très rare. Je pense que rare. Vraiment je pense que c'est vraiment la loi là qui doit voilà, c'est l'office de la loi sur un élément aussi important que la prescription, c'est la loi. Je pense que la jurisprudence ça reste un peu voilà, c'est alors il y a certaines infractions particulières où la prescription, le départ de la prescription commence, je pense à des infractions financières à partir du moment où on se rend compte, où il y a un élément où on en a conscience, oui, mais c'est très rare en fait, c'est quand même assez spécifique, et moi j'ai pas eu connaissance, alors autant nous des fois on prend des positions où on demande des modifications de jurisprudence et où on s'engage dans nos décisions avec le risque d'être cassé en appel, mais après il peut y avoir des revirements de jurisprudence, mais sur des notions du type l'intérêt supérieur de l'enfant. Là, il y a une décision récente de la Cour de cassation par rapport au fait que le juge pénal avait la possibilité de retirer l'exercice de l'autorité parentale alors qu'il n'y avait pas de demande au civil. Merci, je ne sais pas qui a pris cette décision, merci. Voilà, ça, ce sont des éléments sur lesquels, bien sûr, on peut... voilà, par rapport, on se fonde sur l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est vraiment une notion qui nous donne beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre. Je veux dire, moi en tant que JAF, c'est vrai que je me sentais pas fermée par les demandes grâce à ça.
Mais oui, c'est ça. Mais c'est vrai que sur les questions de prescription, c'est très touchy. Alors, moi, j'avais fait des recherches pour le livre, j'avais regardé. Il y a des fois où c'est accordé, mais beaucoup plus difficilement au pénal qu'au civil. Oui. D'ailleurs, c'était très spécial pour moi de considérer ça, étant donné Oui. que le pénal, pour moi, c'est plus d'ordre public. Donc, Oui, et justement, c'est parce que c'est d'ordre public, on doit se fonder sur la loi avec une interprétation stricte. c'est ça. Et pourtant, j'ai trouvé quand même un arrêt qui le disait, mais qui se basait sur la force majeure. Oui, Mais par contre, c'est dommage parce que je trouvais que c'était pas suffisamment développé à mon goût, en tout cas sur la force majeure qui permettait à d'autres magistrats d'apprécier, et même à des avocats, qu'est-ce qu'on démontre en fait pour qu'on puisse obtenir cette décision. Et Oui. j'en ai trouvé un seul. ah bah voilà. Donc, qui était vraiment très très clair. Et la question qui me vient aussi, c'est forcément, le gros truc qui fait débat, c'est l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est quoi pour toi ? Surtout qu'en plus, aujourd'hui, en tant qu'avocat, on nous vend beaucoup d'IA qui nous disent bon bah voilà, en fait, il y a des proportionnalités, il y a des proportions. Donc si Oui. vous allez devant tel tribunal, vous obtiendrez tant de chances, tant de chances, tant de chances. Et c'est vrai que la question que nous posent souvent les clients, c'est à votre avis, c'est gagné ? Est-ce que c'est bon ? Et moi, je leur dis tout le temps, ça va dépendre du magistrat sur lequel on va tomber. Enfin, bien sûr des éléments que vous avez, mais également de comment le magistrat va l'apprécier. Oui. Et même s'il peut y avoir des tendances effectivement de pôle, pour moi c'est trop facile d'arriver de dire il y a un pourcentage. Oui. Non, c'est vrai que là on a un humain, on ne peut pas calquer les affaires entre elles non plus. Et voilà, donc il y a une appréciation souveraine sur chaque dossier, chaque situation est unique. Et c'est dans ce sens-là où je le vois, puisque voilà, la réponse elle n'est pas automatique, on n'est pas des robots, on n'est pas un logiciel d'intelligence artificielle. Lorsqu'on aura une décision, voilà, c'est de l'humain. Il y a un impact aussi dans la vie des personnes, donc on rend une appréciation souveraine voilà, par rapport aux situations. Donc, par exemple, pour le juge aux affaires familiales, je trouvais que c'est un exercice très difficile parce que, en réalité, quand des parents se séparent, il n'y a pas forcément, enfin, quand voilà, ce sont des parents normaux, dans la plupart du temps, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de problématiques particulières éducatives, tous les deux aiment leur enfant, ils sont bienveillants, etc. Mais quand ils se séparent, en fait, on va pas dire, il y a un mauvais parent. Quand on confie la garde à un parent, on va pas se dire, en fait, vous, c'est parce que vous n'êtes pas assez bon. En fait, c'est pas ça. C'est que l'enfant, en fait, il est prisonnier, il est otage de cette situation de séparation de ses parents. C'est tout à fait ça. Il va vivre avec l'un des parents, voilà. Donc ça, par exemple, sur ça, grâce aux formations que j'ai faites également par rapport au développement de l'enfant, voilà, les études, les psychiatres, etc. Là, c'est très important en fait d'avoir des études sur le développement de l'enfant, de connaître en fait, de savoir comment fonctionne, comment grandit un enfant, quels sont ses besoins fondamentaux, pour savoir quelle est la meilleure décision à prendre. À savoir que la stabilité, pour moi, la stabilité, c'est pas la stabilité géographique, c'est la stabilité affective. Tout à fait. C'est-à-dire qu'un enfant, il a une figure d'attachement principale, il y a qui sont normalement ses parents, mais entre ses parents, il y a aussi une figure d'attachement principale qui est surtout dans la petite enfance. La personne qui va procéder aux soins, qui va le nourrir, qui va s'en occuper. Et c'est vrai qu'en général, je ne dis pas que je suis pour ou contre les pères ou les mères, etc. Mais pour le nourrisson, dans la majeure partie des cas, c'est quand même la mère qui est figure d'attachement principale parce que déjà, il a entendu sa voix quand il était dans le ventre, il connaît son odeur, il est né. Aussi, la société est faite de telle sorte que c'est la mère qui a un congé maternité. C'est ça, mais de toute façon, il y a des preuves scientifiques qui ont démontré que Oui. voilà. Puis c'est pas pour rien qu'on trouve également beaucoup de sketchs, malheureusement, qui disent que voilà, qu'est-ce qu'on appelle ? C'est maman. On nous reproche en fait, ouais, je sais qu'on nous reprochait le fait que la société était pro-femme dans l'éducation et que voilà, etc. Dans la répartition des rôles. Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est que en fait, l'enfant, on voit à quel point c'est difficile la séparation, les premières séparations à la crèche, etc. Donc on peut s'imaginer qu'avant 3 ans, si on sépare un enfant de sa figure d'attachement principale, qui pourvoit à tous ses soins dans son quotidien, à part si c'est pour une raison de danger avec cette figure-là, parce que la personne elle est indisponible psychologiquement, soit parce que temporairement elle va connaître une dépression, une maladie psychiatrique, ou parce qu'elle peut-être elle peut être maltraitante, etc. Mais sinon, même s'il est bien avec d'autres personnes qui s'occupent de lui la journée, ou même s'il est bien avec son père, qui crée une relation avec son père,
à ce moment-là, si les parents se séparent dans la toute petite enfance, effectivement, par exemple la mère qui l'allait, effectivement ça paraît aller de soi que là l'enfant va plutôt aller avec la mère. Bah oui, s'il y a de l'allaitement. Mais oui, Même si c'est un congé parental ou des choses comme ça, je veux dire. Et c'est vrai que ça on peut nous reprocher, le second parent se dit moi aussi je suis un très bon parent, mais en fait la question c'est pas de savoir si c'est un mauvais parent ou un bon parent, la question c'est de savoir voilà, pour la stabilité affective de l'enfant, ce qui est le mieux pour lui, pour qu'il se développe, même si après on voit que les gardes alternées à 6 ans, à partir de 6 ans, si l'enfant est bien avec ça, si les parents vivent à côté, ben, voilà, même si ça peut être voilà, instable, ben, ça fonctionne très bien dans plein de situations. bah, tout à fait. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on ne peut même pas faire valoir le fait qu'il y ait eu un conditionnement, on va dire, légal en tout cas, étant donné qu'avant, il n'y avait quand même pas l'autorité parentale conjointe. Hein. C'est pas si, ça remonte à pas si loin que ça, quoi. Donc, c'est aussi important de le rappeler. Oui. Donc voilà, est-ce que tu veux nous partager quelque chose en plus qui te tient à cœur? Fais un sujet qui te tient à cœur ou quelque chose, un message que tu veux transmettre? Souvent, je parle des enfants parce que c'est vrai que moi, voilà, je me spécialise un petit peu sur tout ce qui est la minorité, les enfants. Voilà, moi, ce qui me tient à cœur également, c'est que voilà, j'ai pu déjà le dire, mais notre société, elle est fondée voilà, elle est régie grâce à des adultes qui sont en fait les enfants d'hier. Donc, c'est très important en fait qu'on apporte une protection aux enfants, qu'on puisse être là pour les accompagner, pour les protéger, voilà, pour que, en ayant en tête que ce sont les adultes de demain. C'est vrai. C'est aussi de l'éducation quelque part aussi. Hein. Voilà, et puis moi, dans mes craintes que je peux avoir en tant que juge des enfants actuellement, hein, c'est vrai que même si il y a le fait que voilà, je trouve que ça a été très tardif de s'intéresser à la parole de l'enfant, parce qu'on sait tous, il y a l'affaire d'Outreau qui a été qui a provoqué un gros séisme dans l'appréciation de la parole de l'enfant, qui reste une affaire traumatisante pour tous, et où on est arrivé en fait ben, on n'est pas au-delà de la désacralisation de la parole de l'enfant. En fait, c'est que la parole de l'enfant, c'est devenu rien du tout. Savoir que quand l'enfant parle, on se dit, ouais, c'est comme si on l'avait pas entendu, c'est comme si on l'avait pas écouté. Donc aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, c'est important en fait que notre société puisse bien protéger, mieux protéger les enfants, hein, que ce soit même à l'école, qu'on évolue un petit peu sur les postures. Hein. Je voyais que là, par grande chaleur, je voyais que des fois, en fait, notre société peut être maltraitante avec les enfants auxquels, voilà, on vient tout juste d'apprendre par la prévention, grâce à la prévention, le consentement, par exemple. Donc ça, c'est vrai. Maternelle. Le fait que parfois, ben, les enfants, je veux dire, à l'école, ils peuvent ne pas avoir le droit d'aller aux toilettes ou de boire, ou même être obligés de faire du sport sous 35 degrés au soleil, alors qu'on ne ferait pas des adultes. En fait, il faut bien se poser la question de savoir, de se rappeler que la société de demain, la société dans laquelle on vit, c'est les adultes de demain sont les enfants d'aujourd'hui. Donc, d'où l'intérêt, voilà, on est très sévère dans la justice des mineurs. La délinquance des mineurs, on est très sévère, on intervient, voilà, c'est immédiatement pour leur faire comprendre, voilà, voilà, il y a tout un arsenal maintenant. Mais c'est vrai que si on ne prend pas en compte eux quand ils sont victimes, ils ont subi des violences, nous on les condamne, ils vont reproduire, on va les condamner en disant la violence est interdite, mais que eux, en fait, on les a pas écoutés et puis on n'a rien fait, etc. En fait, il y a dans leur tête, voilà, c'est incohérent et du coup, ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner. Ben c'est ça. Alors, la question que j'avais envie de te poser par rapport à ça, vu que tu me tends la perche, je vais la saisir au bon. Tout à l'heure, tu étais en train de parler aussi de rejeter des pièces, d'écarter des pièces, parce que c'était par exemple des attestations d'enfants. Oui. Mais du coup, comment tu fais pour entendre l'enfant? À part, enfin, comment pour toi ce serait la manière la plus juste et la plus recevable, voilà, on va utiliser le terme, et la mieux fondée, pour qu'un enfant soit vraiment entendu pleinement en fait, surtout quand il n'y a qu'un parent qui est au courant, peut-être que c'est des tiers. Comment en fait faire en sorte que ce soit le plus juste pour toi? En fait, c'est très délicat parce que les enfants, ils peuvent être soumis à un conflit de loyauté qui est normal. Tout à fait. Ils se rendent compte de l'enjeu de leurs paroles dans les procédures. Ça les effraie, ça leur fait peur, ils regrettent, ils culpabilisent, donc ils reprennent encore une fois le poids alors qu'ils sont victimes. Ils reprennent, pour eux c'est une deuxième sanction puisqu'on va leur reprocher d'avoir parlé et puis
on ne peut pas fonder notre décision au civil que sur la parole de l'enfant. Alors oui, effectivement, moi c'est vrai que j'essaye d'être à l'écoute des enfants, c'est-à-dire que quand je les auditionnais en tant que juge à affaires familiales, ce qui arrivait quand même rarement, puisque il y avait un autre magistrat, mais j'avais accès en fait à ce qu'il pouvait dire. Ou quand je les auditionne en tant que juge des enfants, moi j'essaye de les écouter à partir de 6 ans. Voilà, un âge où j'estime que quand même ils peuvent dire des choses. En fait, je vais avoir une manière d'écoute qui est la même écoute que quand je suis magistrate au pénal et que quand j'entends des choses, moi je traduis en fait. Dans mon cerveau, il y a une traduction par rapport à ce que vont dire les parties, vont dire des choses anodines. Dans ma tête, je vais le traduire. Ok. Par exemple, oui, je l'ai repoussé, ok, violence. Non, mais c'est pas de la violence. Oui, on n'a pas du tout la même appréciation de la violence, monsieur ou madame. Oui, c'est de la violence, vous l'avez repoussé, c'est de la violence. Oui. Vous lui avez crié dessus, c'est de la violence. Mais quand ils vont dire les choses, ils vont pas se rendre compte. Donc en fait, ça serait idiot de dire est-ce que tu as subi des violences? Non, et en fait, ils vont pas comprendre. C'est parle-moi de ton quotidien. Oui, c'est plus factuel en fait pour que tu puisses apprécier les faits, toi. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Qui c'est qui fait à manger? Qui t'amène à l'école? Qu'est-ce que tu fais le soir? Voilà en fait, parce que on peut pas dire à l'enfant, mais dis-moi les choses que Oui, que papa ou maman a fait qu'on ou va même un pouvoir tiers. juridiquement, voilà, qu'on va juridiquement assigner dans une infraction précise ou dans une volonté précise, parce que les enfants ils vont me dire oui, mais moi je veux vivre avec papa, maman, ben oui. Quand t'es Jave qui te dit je vais vivre avec mes parents, ben c'est normal, mais les parents sont séparés. Oui, non, mais c'est ça. Mais du coup, alors là, ça c'est quand tu as l'enfant devant toi. Mais par exemple, comment est-ce que ce serait la manière la plus juste de te faire venir l'enfant devant toi? Parce que par exemple, moi je suis tiers, Oui. je vois quelque chose de bizarre, je vois des violences, ou j'entends parler de viol. Par exemple, je peux être babysitter, Oui. ou je peux être prof, C'est important. ou ça se trouve, je suis la maman, ou c'est même le papa qui a pu entendre certaines choses ou voir certaines choses. Comment on peut te l'amener sans qu'on puisse nous dire bah non, c'est pas recevable? Voilà, tu vois, c'est-à-dire que les attestations en fait des proches qui disent bah l'enfant a dit ça, etc. Bon après à relativiser à la valeur parce qu'on se dit toujours, on peut toujours se dire les attestations ça dépend si on a une, deux ou trois, mais on se dit toujours oui mais il est du côté de cette partie-là, donc est-ce que voilà c'est pas une force non plus, le psychologue très important, bah oui. l'attestation du psychologue. Et c'est vrai que par rapport au secret je dirais médical ou au secret entre le psychologue, voilà, il n'est pas officiellement, enfin c'est pas un médecin, mais le secret dans le cadre thérapeutique en fait par rapport à son patient. Mais les attestations de psychologue, après on fait beaucoup d'expertise parce que justement on n'arrive pas à l'avoir de psychologue et ils ont peur d'ailleurs bah oui, souvent on dit non en fait. Mais le médecin de famille, le médecin traitant, le pédiatre, le psychologue et l'avocat de l'enfant. L'avocat de l'enfant, il y a des possibilités parce qu'on puisse désigner un avocat de l'enfant et puis il y a des protocoles différents selon les tribunaux, mais c'est très précieux. Je constate quand j'entends des enfants, moi, que les enfants qui sont représentés et assistés d'un avocat, je laisse toujours la parole à l'avocat en disant est-ce que c'est conforme? Là, ce qu'il vient de me dire, est-ce que c'est conforme à ce qu'il a pu vous dire? Et je constate que souvent l'avocat va me dire là il a pas osé vous parler mais en fait il m'a dit ça. Parce que l'avocat il va l'avoir reçu, enfin les avocats spécialisés de l'enfance oui effectivement on reçoit une spécialisation en plus pour pouvoir faire ça, qui les reçoivent à leur cabinet, qui vont peut-être faire plusieurs entretiens et qui vont les suivre tout le long de toutes les procédures. Ça va être l'avocat désigné pour l'enfant, enfin selon les fonctionnements des ordres, en tout cas ça se passe comme ça moi dans la juridiction où je suis avec le barreau avec lequel je travaille. L'avocat va me dire alors il m'a dit ça et ça, il a pas osé vous le dire mais il m'a parlé de ça hein. Et ça c'est très précieux. Oui mais bah alors, pour être encore même plus, parce que là je vais aller dans le détail parce que je peux t'assurer qu'on reçoit vraiment des commentaires quand on rentre dans ce débat là. C'est vrai que la question c'est par exemple si une maman ou un papa veut porter plainte pour l'intérêt de l'enfant en disant bah voilà, moi mon enfant je veux porter plainte parce qu'il me déclare qu'il a été violenté, qu'il y a eu ça, donc ce seront des violences ou que c'est des viols ou c'est une agression, etc. Et si je demanderais à ce que vous l'écoutiez en fait tout simplement, que vous puissiez l'entendre et qu'il puisse avoir qu'il y ait une expertise, est-ce que pour toi c'est une manière juste de faire en sorte d'amener l'enfant devant toi
et que ce soit recevable sans rentrer le conflit d'intérêts, tu vois. Surtout qu'en plus, en fait, souvent, il y en a qui viennent nous dire oui, mais en fait, c'est la maman ou c'est le papa qui a choisi l'avocat, qui l'a orienté de ceci, de cela. L'enfant, vous vous rendez bien compte qu'il ne va pas aller porter plainte, etc. tout seul. Des fois, on arrive devant le commissariat et il y a des mamans, j'ai déjà entendu la police qui disait bah, vous ne pouvez pas porter plainte pour votre enfant, il n'est pas là. Bah, si, en fait. Voilà. Ça, c'est encore une fois, c'est une fausse réponse, je pense. Ça, il faut faire remonter à l'ordre et puis après au parquet quand ça se passe comme ça, parce que c'est pas le cas. On peut, puisque normalement l'audition avec l'enfant, elle est censée être programmée, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un cadre particulier, selon un protocole particulier. Donc, c'est le parent d'abord qui va déposer plainte. Mais pour l'enfant, en fait, c'est vrai que tout ça, c'est un coût, surtout au civil. Les expertises, c'est un coût. Bah, oui. Ça peut faire peur. Mais les expertises psychologiques ou psychiatriques, elles sont très importantes parce que pour les tout petits enfants ou les enfants qui ne seront pas entendus ou qui ne veulent pas être entendus, c'est très important en fait que justement l'expert puisse relever l'enfant, lui exprimer ça. Honnêtement, c'est vrai que moi je suis très à l'écoute de la parole de l'enfant. Quand un enfant me dit en fait je suis traumatisée, voilà, ça m'est déjà arrivé. Hein. Un enfant qui me dit en fait je veux plus voir mon père parce que il me frappe, il m'humilie, je veux plus le voir, je suis traumatisée, etc. Alors, en tant que juge civiliste, je ne suis pas au pénal. Oui. Je suis en civil. Oui. Donc moi, ma notion, c'est protection de l'enfant, intérêt supérieur de l'enfant. Donc là, on est dans le cadre du cadre, tout à l'heure, dont Aurore parlait, il y a un cadre procédural, donc il y a une compétence. C'est ça, donc quand j'entends ça, bien évidemment que ça me semble aller de soi, je ne vais pas organiser un droit de visite et d'hébergement, ni un droit de visite en lieu neutre. Oui. Parce que là, on parle de traumatisme qui peut être réactivé à chaque visite. Quand on parle d'un enfant qui est en souffrance, qui est un enfant qui est en mal-être, on connaît les impacts graves sur le développement de l'enfant, mais également sur sa santé, que ce soit la santé physique, la santé mentale. On connaît l'impact de tout ça, de cette maltraitance, de ces traumatismes qui sont dits complexes parce qu'ils sont très durs à soigner. Ils sont répétés, en plus ils sont d'autant plus graves et ils ont un impact d'autant plus important que ce sont des faits qui sont commis par une personne pour lesquels on a de l'amour. Donc après derrière avec une ambivalence, c'est des choses qui sont très graves et qui doivent être prises au sérieux. Et le fait de dire qu'un enfant mentirait parce qu'il aurait été influencé par l'un des parents, honnêtement, il y a des études aussi qui ont été faites par rapport à ça. Je pense que c'est de l'ordre de 1%, quoi. Ouais. N'empêche que c'est quand même très important, je tiens à préciser, elle vous a quand même parlé de compétences, d'accord? Et avec sa casquette de civiliste, elle n'a pas utilisé une fois le mot violence. Les termes qui ont été employés étaient trauma, ça a été également humiliation, dénigrement, ambivalence, gravité, maltraitance, mais il n'y a pas eu le mot violence. Pourquoi? Parce que ce terme est une qualification pénale et que là, elle n'avait pas sa casquette de juge correctionnel. Même s'il n'y a pas eu de condamnation, mais je dois dire que c'est quand même très difficile. C'est quand même des décisions qui sont difficiles et qui sont, ça peut paraître un peu schizophrène de réfléchir comme ça, et c'est pour ça que longtemps, je pense que les juges aux affaires familiaux ont pu avoir des difficultés à trancher, parce que lorsqu'il y a un classement sans suite, lorsqu'il y a une relaxe, lorsqu'il n'y a pas de condamnation, il peut y avoir ce truc de dire oui mais si c'est faux, ou alors oui mais c'est peut-être vrai, l'enfant souffre, mais j'ai une décision, qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai que dans tous les cas on peut nous le reprocher, donc c'est une situation qui est très compliquée. C'est pourquoi c'est important qu'il y ait ces formations sur le traumatisme, sur le développement de l'enfant, et qu'il y ait cette évolution de la société aussi sur qu'est-ce qu'on fait de la parole de l'enfant, sur la protection, pas seulement sur le plan pénal mais sur le plan civil. C'est ça, et puis de relativiser en rappelant bien que le rôle du magistrat, en fait, c'est de trancher, déjà pour commencer, donc de prendre une décision sur la base des éléments de faits qui lui ont été donnés et des preuves qui lui ont été apportées. Au-delà de ça, il ne va pas pouvoir trancher ce que vous avez demandé. Si vous ne faites pas la demande, si vous n'apportez pas les éléments de preuve, et malheureusement, et que vous ne faites pas valoir les bons éléments de droit, parce que des fois, ça peut être très émotionnel, votre souffrance, elle est là, c'est la question ne se pose pas.
Il peut y avoir effectivement toute plein de faits qui sont délicats, mais s'il n'y a pas de preuves derrière, il n'y a pas suffisamment d'éléments, le magistrat sera pas en capacité de trancher en votre faveur ou pas, ou en tout cas d'apprécier en votre sens, et ce n'est pas évident de prendre une décision. Après, voilà, c'est une appréciation sur chaque dossier qui est personnelle. Voilà, il faut être très vigilant, il ne faut pas qu'on soit instrumentalisé parce que ça peut arriver aussi. Et c'est vrai que pour nuancer un petit peu ce que je viens de dire, hein, parce que voilà, c'est quand même une office et une charge importante de trancher sur ce genre de dossier. Ça m'est déjà aussi arrivé de faire des tests en fait, hein, de faire des tests, ça peut paraître, mais c'est prévu également par la loi, c'est-à-dire de mettre en place des mesures provisoires, hein, de lancer des expertises. Même parfois, lorsque ça ne m'était pas demandé, bah, moi j'avais besoin de plus d'éléments pour voir la relation parent-enfant. Donc je mettais d'office, en fait, j'ordonnais voilà, les dossiers les plus complexes une expertise. Du coup, je demandais aux parents. Et ce qui était compliqué, c'est que s'ils ne consignaient pas, bah, il pouvait ne pas y avoir d'expertise derrière, sauf si il y avait une avance de l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle ou dans certains cas. Mais ça m'est arrivé dans le sens inverse, où une relation entre un parent et un enfant est empêchée, parce que ça peut arriver aussi, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Tout à fait. On n'a pas eu forcément des violences qui ont été dénoncées, mais il y a une relation empêchée parce que l'autre parent craint que l'enfant soit pas bien, que ce soit pas adapté, que l'autre enfant ne va pas le quitter. Ça peut arriver aussi, je peux pas dire que ça n'arrive pas non plus. Donc ça m'est déjà arrivé où là, bah, il faut faire preuve voilà, de fermeté. Et ce qui pouvait fonctionner, c'est pareil, c'est pour avoir la main dessus, c'est de pouvoir dire bah, dans le temps du délibéré, ce qui n'est pas juridique, hein, mais dans le temps du délibéré, comment vous pouvez vous organiser avec les avocats pour qu'il y ait des visites. Et après, vous m'envoyez une note en délibéré pour savoir comment ça s'est passé. Alors, je vais juste mettre une petite précision. Alors, la consignation, c'est une somme qu'on remet, en fait, à un certain service de la justice pour pouvoir payer certains frais d'enquête. Donc là, par exemple, c'était des frais d'expertise. Alors, enquête, en tout cas, de mesure, quoi. Donc voilà, et là, quand elle vous parle de délibéré, ça va être une décision. Donc ça veut dire, dans l'attente de la décision, ben, pour le coup, il peut y avoir des mesures provisoires qui sont prises. Et pour le coup, donc voilà. Et attention, elle vous a parlé de note en délibéré, donc ça veut dire après l'audience, il peut y avoir des écritures qui sont prises en plus, mais attention, c'est que quand la magistrate vous l'a demandé. Sinon, on les accepte pas, effectivement. On est censé respecter le contrat de tuteur, mais oui, non, mais ça m'est déjà arrivé dans les situations les plus complexes où je vois que vraiment il y a un blocage, et puis avec aussi l'arsenal de la médiation, je pense que voilà, tu connais aussi. Oui. La possibilité de mettre en place des médiations, voilà, et puis... C'est souvent payant par contre, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Il y a toute une question de tarif, hein. On entend souvent la médiation, mais c'est vrai que forcément les médiateurs se font payer parce que c'est leur travail. Oui. Et il y en a qui n'ont pas la ressource pour ça. C'est comme des fois, on nous dit gentiment, on a des confrères ou même des fois des magistrats qui nous disent « Oui, mais pourquoi vous n'avez pas fait telle procédure ?» À votre avis, c'est cher. Oui. C'est délicat et c'est délicat pour chacun, hein. Qu'on soit bien clair, c'est pas non plus délicat c'est aussi délicat pour vous. C'est délicat pour les avocats, c'est délicat pour les médiateurs, c'est délicat pour les justiciables. Voilà. Et c'est pourquoi voilà, les frais de justice, c'est une question centrale en fait, hein. Oui. C'est vrai qu'on n'en parle pas, on me dit qu'on peut, il y a toujours des possibilités. Moi je vois l'évolution, voilà, je suis magistrate seulement depuis 2014 en fonction, et je vois déjà les progrès fulgurants qui sont faits dans l'appréhension de tous les contentieux, dans l'amélioration constante pour la performance, parce qu'on a énormément d'affaires et voilà, on fait beaucoup de progrès. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une question qui est essentielle et qui est importante, c'est les frais de justice. Au pénal, au civil, dans le cadre des enquêtes, les frais de justice, c'est quand même voilà, c'est ce qui nous permet derrière nous de pouvoir avoir des enquêtes complètes, qui nous permet d'avoir aussi de pouvoir trancher également, donc lorsque on a des dossiers qui sont les plus compliqués. Donc c'est une question très centrale, très cruciale, même si on nous dit que par rapport aux moyens, voilà, il n'y a pas que les moyens, oui, mais quand même les moyens sont importants. Enfin, je veux dire, si on n'a pas les éléments, je crois que ça fait plaisir à personne de se retrouver avec des faits très graves qui sont dénoncés, auxquels, bien sûr, on peut apporter une crédibilité.
Comme disait le célèbre juge des enfants, enfin, qui intervient beaucoup, Édouard Durand, en fait, il dit quand je lis l'audition, je la crois, je le crois. Mm. Mais en fait, au-delà de croire, nous, on nous demande de trancher, de juger, et sur ça, on doit se fonder sur des éléments. Et pour ça, il faut voilà, qu'il y ait une vraie question sur comment on peut parvenir à avoir plus de latitude sur les frais de justice. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que par rapport à toutes euh, les saisies représentent financièrement un budget mais immense et qui nous revient pas forcément. Donc c'est vrai que déjà si on pouvait avoir un pourcentage de toutes ces saisies qui sont faites par la justice, je pense que peut-être que ça nous aiderait également à mieux fonctionner. Mais c'est ça. Mais en tout cas, de ce que j'entends, c'est que mine de rien, même si c'est à vous de trancher en tant que magistrat à la fin, des fois tu n'es pas seul, t'es accompagné déjà parce que il peut y avoir la collégialité. Et tu vas tenir compte, tu vas te baser également sur les écritures de l'avocat, quand il y a un avocat, ou les écritures de la partie quand il n'y a pas de partie, enfin quand il n'y a pas d'avocat, sur des éléments de preuve, sur des experts aussi, quand il y en a. Et tu vas te baser également sur les services d'enquête quand il y en a, etc. Mais également sur l'attitude des parties quand il y a l'audience. L'oralité, oui. Voilà. Et alors justement, de plus en plus, on nous dit, est-ce que vous voulez déposer, comme si c'était une belle invitation à surtout ne pas plaider. Est-ce que tu as un avis particulier là-dessus? Oui, alors de la même manière, c'est dans les procédures civiles qui sont écrites. C'est vrai que classiquement, traditionnellement, ce sont des dépôts. Moi, c'est vrai que j'avais aucune difficulté avec ça. Parce que là, pour tout ce qui est procédure civile, on est dans un cadre très strict. C'est les demandes, c'est seulement ce qui a été formalisé par écrit. Il y a une mise en état avant. On ne peut pas faire des demandes comme ça à la dernière minute. Des fois, il peut y avoir des évaluations, actualisations. Mais si les pièces n'ont pas été communiquées, on n'aura pas les éléments. Donc, c'est assez formel. Donc là, dans ce sens-là, étant donné que le délibéré en plus est long, il peut intervenir 2-3 mois après, c'est vrai qu'il n'y a pas de difficulté sur le dépôt. Après, pour tout ce qui est procédure orale, c'est très important et c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais par rapport à ce que tu me disais, ma réponse n'était pas tout à fait complète. Tu me disais par rapport à la manipulation, etc. C'est vrai que dans notre office d'impartialité, et ça je le dis, c'est extrêmement important par rapport nous à cette ligne qu'on a de conduite de l'impartialité. Ce qui ne veut pas dire que parce qu'on va poser une question un petit peu fermement à l'audience, ça veut dire qu'on est d'un côté ou d'un autre. Parce que des fois, on est dans cette posture-là pour tester aussi. Oui, c'est important de le préciser aussi. À savoir à la fois la victime, en lui posant des questions, voilà, il y a des failles, donc je suis obligée de poser les questions sur les failles, en fait, pour avoir une réponse, et à la fois les mises en cause. Oui. Ou à la fois quand je suis dans une procédure civile, les parties pour dire oui mais là il y a des contradictions, comment je peux faire le tri dans tout ça. Il se trouve que il y a des personnes, des orateurs, il y a des manipulateurs, etc. Et moi je dis que on peut avoir aussi des biais cognitifs, on peut avoir dans notre société il y a beaucoup de choses, on est quand même conditionné dans une société par rapport à ce qu'est la norme, etc. Il faut pouvoir vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Donc par rapport à l'audience, l'oralité c'est important. Je disais tout à l'heure qu'on avait des traducteurs dans notre cerveau par rapport à ce qui peut être dit. Les parties ne s'en rendent pas compte, mais des fois les avocats s'en rendent compte. Oui, ils comprennent. Il y a coup égale violence. On fait la traduction dans notre cerveau, même par rapport au psychologique, la manière, on fait des traductions dans notre cerveau. Et puis pendant le délibéré, c'est vrai que moi une fois, je me rappelle d'une audience glaçante. De JAF où il y avait une petite très très jeune qui avait dénoncé des attouchements de la part de son père. Le père était présent. J'étais très déstabilisée parce que déjà il me regardait vraiment fixement dans les yeux. En plus, il n'y a pas une image type du violeur, de l'agresseur sexuel quand on a les chiffres, de savoir que un enfant sur 5 est victime. Ça peut être tout le monde, et c'est précisément monsieur tout le monde, puisque d'ailleurs en prison les violeurs et les agresseurs sexuels sont les personnes les plus insérées. Ça peut être déstabilisant parce que nos délinquants habituels ne sont pas des personnes qui vont forcément
Voilà, des fois, il peut y avoir des questions de précarité ou le fait que voilà, ils sont retrouvés dans la délinquance aussi parce que ils n'étaient pas du tout insérés. Or là, c'est un autre type de délinquance. Tout à fait. Et on a des personnes, j'avais été assez glacée de cette personne qui disait mais non, pas du tout, voilà, qui est voilà, en plus une personne qui n'avait pas de difficulté à avoir des compagnes, qui était insérée dans la société, voilà, qui avait une posture voilà, qui passait très bien. Et c'est vrai que se délibérer, voilà, c'était très déstabilisant, vraiment très déstabilisant. Et se délibérer, ça m'a permis déjà de décentrer, d'être plus objective, d'oublier un peu les ressentis que je pouvais avoir, parce qu'il faut laisser de côté ces ressentis. Donc non, il a pas fait, oui, il a fait, non, mais en fait, c'est pas pouf pouf, est-ce que je le crois ou est-ce que je le crois pas. Donc après, j'ai analysé toutes les pièces. Je me fais communiquer systématiquement systématiquement, je demande les enquêtes pénales quand il y a des enquêtes pénales, les auditions, enfin, même quand c'est classé, tout ça. Je me fais communiquer tout ça et c'est vrai que, voilà, à la lecture des faits, je me dis, mais oui, voilà. Et là, je me suis dit, ben en fait, oui, il faut faire très attention à tout ce qu'on peut avoir, les ressentis d'audience, les biais cognitifs, les préjugés, la prestance de la personne. C'est ça. Il faut en fait qu'on soit objectif, impartial, et il faut aussi, même si c'est un impact, il faut se décentrer de tout ça. Oui, c'est super important. Ouais, merci beaucoup de l'avoir rappelé. De l'importance des pièces. Ah, mais complètement. Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Est-ce que tu vois autre chose à préciser? Je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Eh ben voilà. C'est riche. Bon, je pense qu'on est quand même à 1h20. En tout cas, merci pour d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup. Donc voilà, merci à toi. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo. Peut-être qu'il y aura des réponses par ailleurs, ou ça fera peut-être l'objet d'autres vidéos. Inspirez-nous, tout simplement. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. En espérant que ce soit clair, qu'on comprenne le sens de ce dont on a pu échanger. Voilà, c'était dense. C'est ça, des fois il y a eu des termes techniques. Je vous invite à revenir sur d'autres vidéos que j'ai pu faire qui expliquaient ces termes techniques, notamment sur toutes les phases, la phase de mise en état, la plaidoirie, le délibéré, tout ça. Il y a d'autres vidéos qui l'expliquent, parce que sinon on pourrait vous faire un cours de droit, et je pense que là on a déjà fait le tour. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. Je vous dis à très vite, et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, toujours avec bienveillance. Et je vous dis à très vite. Si vous avez des questions, posez-les. Vous avez besoin d'un rendez-vous, prenez-le. Vous avez toujours Calendly. Et merci pour votre écoute. Passez une bonne journée. Au revoir.